Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo? 3 semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre? Oui. Noé by Night sur RCJ. Bonsoir, bienvenue sur Noé by Night. C'est la rentrée de la jeunesse juive engagée. Vous allez voir, là, le bocal est rempli. Salut les mouvements, comment ça va? Alors ce soir, on a le DEJ, on a l'Abonyme Dror et nous avons la section jeunesse du mouvement juif libéral. Et on commence par toi, Oren Jordo, un visage bien connu. Même si depuis qu'on l'a quitté, il est devenu papa, fraîchement, il paraît. D'un petit Razak, Mazel Tov, d'un petit Nimrod. Alors qui es-tu, Oren, pour ceux qui t'auraient oublié? Mais comment est-ce possible? Oren, Giorno, franco-israélien. Je travaille au MJLF, le mouvement juif libéral de France, depuis une dizaine d'années maintenant. Et je suis en charge de la section jeunesse depuis 5 ans. Alors tu vas nous parler de l'actualité du mouvement juif libéral sur sa partie jeunesse, parce que vous avez eu de beaux temps forts cet été avec 2 voyages en Israël et une petite colo. Ouais, alors 2 beaux voyages en Israël, un pour les 14-17 ans au mois de juillet et un voyage Taglit pour les 18-26 ans qui s'est extrêmement bien passé. Alors on va en reparler et je me tourne maintenant vers cette trinité presque, regardez, ils sont 3, ils sont tous beaux. On va commencer Ladies First par Anaël. Anaël, tu viens du DEJ. Ouais. Salut Anaël. Salut. Département éducatif de la jeunesse juive. Alors, dans mes petites fiches, je sais que tu es étudiante, que tu as 22 ans et que tu t'es occupée des 6-13 ans. Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est ça. Comment ça s'est passé? Pas trop étudiante. Plus maintenant. Plus maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Maquilleuse professionnelle et prothèse ongulaire. Bravo. Alors si vous avez besoin d'un petit relooking, on vous laissera les coordonnées d'Anaël. D'ailleurs, moi je pense qu'il me faut un raccord maquillage ou un petit passage chez le coupe-tif. Tiens. Alors à côté, il est presque une gravure de mode. Regardez, c'est le mannequin du bocal, on peut dire ça. Non, les autres vont rougir. C'est Ouriel. Ouriel, salut Ouriel. Bonjour. Comment ça va? Super. On s'est vu, nous, dans un stage, il me semble, non? Oui. Tu as ton BAFA? J'ai mon BAFA en poche, en effet. Voilà, alors toi, tu étudies en informatique, tu as 19 ans. Alors, tu as eu quelle tranche d'âge cet été? Alors, cet été, j'ai eu les... Bien dans la bonnette. Excusez-moi. Cet été, j'ai eu les 12-14 ans. Ça s'est passé de façon extrêmement normale. C'est déjà pas mal, les parents sont rassurés à ce stade-là. Vos enfants sont revenus sains et saufs. Et non, on a passé vraiment des très bons moments, on a beaucoup de souvenirs, des très bons... Des très bons moments. Des très bons moments. Eliav, tu vas confirmer? Je confirme, puisque j'étais finalement le directeur de Montréal, donc je peux confirmer. Alors Eliav, toi tu es un transfuge marseillais, il me semble que ton accent se perd un peu, non? Tu l'as laissé à Marseille? Pas vous choquer ou quoi que ce soit. Eliav, on le connaît, enfin peut-être pas vous, chers auditeurs, mais en tout cas ceux qui frayent un peu avec le DEJ connaissent ce visage très attachant. Tu es responsable pédagogique. C'est de la promo, ça? C'est un peu de la promo. T'es bien monté on commence à monter en grade au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que fait un responsable pédagogique dans un mouvement de jeunesse? C'est quoi son job? Finalement, je m'occupe du relationnel avec les animateurs, de la préparation des activités et un petit peu aussi du relationnel avec les enfants pour essayer que le mouvement pérennise et que tout se passe bien. Alors, vous connaissez le triptyque du DEJ, Am, Eretz, Torat, Israël. Ça, c'est un vrai pilier. Alors, quelles sont les valeurs, Ouriel, du DEJ, si on veut redonner une petite carte d'identité à des parents qui ne connaissent pas ce mouvement qui a quand même plus de 50 ans d'existence, qui est né quasiment dans les années 60. Après la guerre, en effet. Alors, dis-nous tout. Alors, avant tout, c'est surtout... la volonté de rassembler et de ramener l'identité juive, parce que on accepte au DEJ et puis je pense aussi dans tous les mouvements qui sont présents des enfants issus d'horizons très différents et on a un minimum commun. Donc au DEJ c'est la kippa, la prière, tout ça. Voilà. Alors, parce qu'il est en train de battre la mesure, c'est ça l'énergie des animateurs. Donc c'est intéressant cette notion de mixité sociale. Vous accueillez vraiment tous les publics, les familles défavorisées, les familles qui ont les moyens. Beaucoup de... Oui, on accepte toutes les familles. Des bourses sont d'ailleurs mises en place pour essayer d'accepter un maximum de personnes. Pas que le financier soit un problème pour absolument des bourses Noé au passage que la direction de l'action jeunesse met en place pour soutenir effectivement cet effort de mixité sociale dans les colos. Alors il y a aussi puisqu'on va comme ça faire ce mouvement de balancier aller vers un mouvement qui nous est cher et c'est un visage que vous connaissez puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises dans l'émission. Salut Zohar, l'Abonyme Dror. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Alors on dit Shlicha, c'est ça? On dit Shlicha. Alors il paraît pour plus très longtemps, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ça y est, elle nous quitte. Ah là là Elle là nous là quitte, là. elle nous laisse. Ça y est, Elle tu nous repars au bercail. Hein. Oui, oui, oui. Alors, pourquoi tu arrêtes? Tu es promise à de belles études, je crois. Oui, c'est ça. Et moi, je vais commencer mes études le 7 octobre. Donc, ça y est. Alors, des études, où ça? À Tel Aviv, me Tel dit-on? Aviv, université Ouais, mais tu de vois, Tel j'ai là. Aviv. Et des études d'architecture? Oui, c'est Bon. ça. Alors, Zohar, elle quitte un mouvement qu'elle a redressé, hein, puisque je vous rappelle, résumé des épisodes précédents, qu'il n'y avait plus de local, hein, c'était un peu en déshérence. Vous l'avez totalement rénové. Vous avez été lauréat de la Board Club, qui est cette scène ouverte pour les jeunes talents, les jeunes artistes. Et vous en êtes déjà, je crois, à votre 3e représentation. Oui, on va revenir cette année encore avec le Abord Club. Et donc, Et vous avez fait de très très beaux machanot, oui. hein, des séjours, hein, pour. On avait 3 machanot cet été. Alors dis-nous tout. Alors le premier machané, c'est le machané classique à Bordeaux. D'accord. On fait le machanot avec Marseille et Bruxelles ensemble, à Bonim Dror. Et on avait un machané en Israël pour les animateurs de cette année. Et on avait aussi 40 Chaverim, Madrichim du futur, et en Israël pendant 2 semaines. Et c'était un peu des voyages avec un séminaire de Adracha, de formation. Et puis on avait un machané nouveau au Canada. Alors le Canada, qui a permis aux Belges, aux Français et les Canadiens. Et les Canadiens, oui, de se réunir. Comment ça a marché tout ça? Ça a marché très très bien. Il y avait une expérience extraordinaire là-bas. Ils ont reconnu des cultures différentes de eux. C'est important pour nous. Alors Zohar, c'est un peu émouvant ce soir parce que Zohar est pas venue toute seule et vous le voyez, il a une trombine très sympathique. On va lui dire tous un grand Mazel Tov et un Baruch Haba. Il s'agit d'Aviv, Aviv Lichtman. Lichtman, pardon. Ah, il faut que je culturalise un peu. C'est trop polonaise pour vous. Alors Aviv, regardez-le, il a un sourire solaire, vous avez vu le petit, voilà, quand il a l'air taquin. Il a 28 ans, Aviv, d'après la bio qui n'est pas encore sur Wikipédia, mais ça ne saurait tarder. Tu es né au sud d'Israël? J'ai né au sud d'Israël. Alors montre-nous un peu, voilà, la carte. Très très sud, près de Beersheba. Et ma mère est française, mon père est israélien, et j'ai fini mes études. Alors tu as fait des études de sciences politiques? Sciences politiques et histoire générale. Oula. À Ben Gurion. Sérieux? Et université. Très sérieux. Et on avance. Alors quel est le rôle, encore une fois, Aviv, d'un chaliar, voilà, d'un envoyé, comment on pourrait traduire ça, d'une espèce d'émissaire qui représente donc Israël. Tu vas arriver dans un mouvement qui t'attend, puisque je crois que avec Zohar, vous avez donné un petit peu le goût de la suite à tous vos Hanirim, etc. D'abord, tu as été choisi. Comment ça marche? Tu postules pour venir en France? Non, pas trop. Et il y a un process de le mouvement jeunesse, c'est aussi un process de gens juifs, de 3 phases. Donc des entretiens très sérieux. Très sérieux. Et après, il y a deux travail pour le chaliar, parce que d'abord, tu suis un chaliar de le gens juif, tu représentes Israël, tu représentes la communauté française, israélien, juif, de toute la partie. Il y a aussi le travail de le mouvement jeunesse, si tu es le chaliar de le mouvement jeunesse, à Dror, à Tzofim, à Shomer. À Shomer Hatzaïr, alors qu'ils ne sont pas là ce soir, mais qu'on aura l'occasion de réinviter dans la prochaine émission. Alors, on comprend bien le rôle du chaliar, qui est donc de transmettre les valeurs sionistes au sein du mouvement. Alors, c'est vrai qu'un mouvement chaloutique, un mouvement comme le Dror, tout comme le Bnei Akiva et la Shomer Hatzaïr, sont vraiment les mouvements qui font appel à des shlichim, au pluriel. Je regarde toujours mon prof d'Ulpan attitré. Voilà, on a bien révisé. Alors, est-ce que toi, tu as une fibre éducative? Est-ce que toi-même, tu as fait un mouvement de jeunesse? J'étais dans un mouvement jeunesse en Israël, qui s'appelle Bnei Moshavim. C'est un petit enfant de le mouvement de Hanor Aved Valomed. Et j'ai fait 1 an de service avant l'armée dans un éducateur et en centre Israël.
Et après, j'ai fait l'armée comme tout le monde. L'armée, comme tout le monde, enfin en tout cas comme tous les Israéliens, et fort de ta licence, voilà, de sciences politiques, tu as été, tu le dis, tankiste commandant dans Tsahal. Tu restes aussi un grand sportif, hein. Tu adores le basket. Tu es d'ailleurs entraîneur de basket. Je suis entraîneur de basket. Ça fait 3 ans que je suis entraîneur dans le local que j'habite. Et ça fait un grand fan pour moi. Les valeurs du sport, je vous pose la question à vous tous. Vous avez forcément eu des activités voilà, sportives. Qu'est-ce que ça ramène quand on est dans le sport collectif, quand on est dans les maccabiades, ça fait de la cohésion. On crée de la cohésion d'équipe, on crée une entente finalement entre les enfants et les animateurs et l'écoute. Ça favorise beaucoup l'écoute, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et après de faire. Parce que... Auriel, sportif aussi. Ouais, et puis en général, en dehors de sport collectif, c'est aussi c'est bon pour le corps aussi de se libérer. Accessoirement, c'est vrai, de lâcher l'adrénaline. Anaëlle, par exemple, quel type d'activité tu dis être maquilleuse professionnelle? Et là, on va maintenant parler de la pédagogie parce que voilà, on vous a cerné dans vos différents mouvements avec votre chita, votre philosophie singulière. Alors, quel type d'activité, par exemple, vous avez proposé cet été à Maule, à Mondy, à Abondance, dans l'ensemble de ces lieux formidables qui sont de vrais écrins de nature? Qu'est-ce que tu prenais en charge, toi, par exemple, comme activité avec tes petits de 6-11 ans? On a fait pas mal de grands jeux, tout ce qui était chasse au trésor, maccabiade, tout ce qui était même des petits jeux, enfin, en fonction de leur âge aussi, mais on a essayé quand même de mélanger un peu tout le monde pour que tout le monde puisse bien jouer et tout le monde puisse participer et gagner. Les maccabiades, ça reste un best-seller. On fait tous des maccabiades ou c'est en désuétude? Est-ce que monsieur Oren Journo, c'est un passage obligé, les maccabiades? Oui. Alors les maccabiades, pour nos auditeurs, c'est les Olympiades, hein. C'est les petits Jeux Olympiques. Alors qu'est-ce qu'on fait, du gymkhana? Les Olympiades juives, voilà. Pour puisse gagner des médailles. Non, c'est un best-seller. Les enfants l'attendent. C'est-à-dire que c'est la première question quand ils arrivent, c'est quand les maccabiades. Donc quand on a une colo avec des petits en particulier, jusqu'à des grands ados, mais les plus jeunes, ils sont dingues des maccabiades, ils veulent que ça. Alors les maccabiades, c'est bien sûr les valeurs du sport, c'est comme tu le dis, Ouriel, aussi du lâcher prise. Alors maintenant, on va rentrer dans vos valeurs. Comment, dans vos activités, et quelle typologie d'activités vous mettez en place dans les centres de vacances, pour qu'il y ait cette identité juive dont parlait Ouriel, qui infuse et qui puisse toucher des jeunes, et surtout des jeunes qui viennent d'horizons différents. Il n'y a pas que des jeunes d'école juive, j'imagine, au DEJ. Bien sûr, il n'y a pas que des jeunes d'école. Ni au Dror. Et j'imagine au MJLF. Il y a ce brassage formidable, que réussissent, je pense, que réussissent les séjours de la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme activité? Qu'est-ce que tu vas mettre en place, toi, dans la vie du mouvement et puis dans les machanot? Je crois que le grand chose de d'éducation, le mouvement jeunesse, de tout, c'est faire grandir le madrichim, le jeunesse qui vient et qui veut participer, qui veut prendre la responsabilité d'être un éducateur de vraiment adultes. Et je crois que c'est vraiment le corps de mon jeunesse. Et à présent, il y a tout le travail que tu fais chaque semaine, chaque mois. Et après, le machanot dans l'été, dans le scolaire. Faire grandir, c'est une belle définition. Oren, faire grandir l'enfant, quelle stratégie éducative tu as mis en place, par exemple, très concrètement, pour donner encore une fois à nos auditeurs qui sont peut-être un peu réticents en disant est-ce que je vais envoyer ma progéniture dans les centres de vacances, avec en plus peut-être des questionnements sur la sécurité, etc. Allez, comment on peut donner envie pour aller dans ce rendez-vous formidable à la fois aussi de citoyenneté et de grandir ensemble? Alors, est-ce qu'on donne envie aux enfants ou on rassure les parents? On va faire les deux. À cette heure-ci, je pense que ce sont les parents qui nous écoutent. Mais comme on est rediffusé grâce aux réseaux sociaux, peut-être qu'on aura aussi les jeunes ados, qui sait? Les parents, je pense que c'est assez simple finalement, c'est les rassurer, les écouter, parce que on a besoin de savoir ce qui les inquiète et leur montrer qu'on sait ce que l'on fait, que on prend leur progéniture, leur bien le plus précieux pendant une période, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et que notre but, c'est de les faire grandir. Alors, comment on les fait grandir? On leur fait passer différentes étapes pendant le séjour, on les sensibilise au dépassement de soi, on met en place des activités, on les responsabilise dans le rangement des chambres, dans les tâches de la journée. L'idée, c'est qu'ils grandissent, mais qu'ils prennent plaisir en même temps. Et je pense que quelque chose qu'on a tous en commun autour de cette table, c'est aussi leur permettre de développer leur identité juive. Comprendre ce que ça veut dire être un juif de France. Je
pense que c'est important. Et aussi comment on améliore le monde dans lequel on vit, parce que je pense que c'est ça vraiment la clé de notre travail, c'est que finalement avec ces jeunes gens, on améliore notre monde et il y a des choses à faire. Alors cette réparation du monde, ce tikkun olam que vous avez tous en commun d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi une vocation universelle et presque humaniste, pour ne pas dire humanitaire parfois, parce que on sait que dans le mouvement de jeunesse du Dror, par exemple, vous sortez un petit peu de vos activités régulières pour aller à la rencontre des autres. Par exemple, typiquement cette année, dans le mouvement de jeunesse. Cette année, on a fait des activités à propos de réfugiés en France et on a fait des collections. De la collecte. Des vêtements, on leur a donné, les réfugiés aussi. C'est important, Ouriel, de concerner les jeunes, quel que soit leur âge, à la solidarité, au collectif, et puis, comme le dit Oren, puisqu'il faut là fructifier leur fibre citoyenne, eh bien, au monde, à ce monde qui les entoure, un monde chahuté. On parle beaucoup des migrants. Il n'y a pas trop d'entre-soi. C'est un petit peu le reproche qu'on fait souvent à notre communauté, hein, c'est de ne parler qu'entre juifs, qu'avec des juifs. Est-ce que c'est vrai dans vos colos? Est-ce que, par exemple, quand vous êtes dans une colo en Haute-Savoie ou quoi que ce soit, vous allez à la rencontre des autres, voilà, de la municipalité, peut-être d'autres personnalités, les commerçants? Est-ce que vous sortez un petit peu du chalet, par exemple? Alors, tout au long du séjour, pardon. Oui, forcément, on est amené à être en contact avec les gens qui habitent autour du chalet, par exemple. Cette année, par exemple, pour prendre mon cas, on était à la Toussuire et on devait descendre au niveau du village pour avoir accès à toutes les activités qui étaient déjà en place et du coup connaître la localité et les gens qui étaient là-bas qui... pour le coup, était fort sympathique cette année, comme les autres années. Vous êtes bien accueillis dans vos différents lieux de vacances. Oren, toi, tu as cette démarche aussi un petit peu volontariste d'aller à la rencontre peut-être d'autres jeunes, d'autres colos, parce que tout peut se jouer aussi avec la fréquentation de, je ne sais pas moi, peut-être de scouts ou de... Nous, on avait l'habitude de partir à Dieppe depuis 5-6 ans au mois d'avril. On va taire l'adresse, hein, parce que parle de sécurité, on ne restera que sur les lieux. Il n'y a plus de risque parce que on peut plus y accéder. Ah bon, bah voilà, c'est réglé. C'est pour ça que je suis pas envie de le dire. Alors en même temps, si tu dis que vous avez été conduit, non. Mais par contre, non, c'est très bien passé, c'est juste que la mairie vend les locaux. En fait, ce qu'il y avait d'intéressant, parce que j'ai été contrôlé cette année sur ma colo. Ah oui, parce qu'il y a Jeunesse et Sport, c'est tout à fait Jeunesse et Sport qui veille, mais... Et ça s'est très bien passé, et justement, lui nous a conseillé de développer, l'inspecteur nous a conseillé de développer les relations interreligieuses que l'on a dans l'année ici à Paris, et éventuellement faire ça aussi quand on est en colo sur des MJC à côté, etc. Donc c'est plutôt des bonnes idées, et c'est des choses sur lesquelles on va penser à travailler, faire des rencontres, mais c'est sûr qu'on a besoin de travailler avec les commerçants, avec la mairie, avec la police pour la sécurité également, donc heureusement qu'on est mélangé avec d'autres personnes pendant ces semaines de colo. Alors parlons du fait religieux, parce que c'est vrai qu'en colo, quelles que soient vos obédiences, laïques, triptyque, Améretz, Torah Israël, mais encore une fois, qu'est-ce qui se joue dans ces temps de vie spirituelle? Alors, est-ce que vous faites les offices? Est-ce que vous mangez cachère? Quand il y a des jours de jeûne, comment ça se passe avec les petits, les moyens et les grands? Racontez-nous un petit peu comment vous prenez en charge le fait spirituel ou religieux en colo. Le Dror, alors, le Dror, vous êtes laïque? Oui, on est laïque, mais on fait le minimum, on peut dire. Et pour exemple, les machanot, ils sont cachers. Et c'était aussi le jeûne de Tisha B'Av. Et on a mis des repas qui sont viandes, les gens qui jeûnaient, ils mangent pas, et on a respecté ça vraiment. Et en fait, on a le mouvement en Marseille qui est considéré plus traditionnel peut-être de Paris, donc... Est-ce que c'est une particularité de l'Abonim Dror en France, d'être à l'écoute d'une communauté française peut-être plus attentive à ce qui est effectivement l'assurance de la cache-route, de l'observance de ces temps de prière ou autre? On fait un office par exemple au Dror ou pas, le matin? Un office? Oui. Non, pas dans le programme. Et à Shabbat? Oui, à Shabbat. On fait, et aussi tout à fait en Israël, le Dror et le mouvement jeunesse aussi, il est pas vraiment religieux, mais on garde
les choses, on fait le travail, les activités pour que tout le monde y prend et Ils prennent part. On dit judaïsme culturel. Culturel. Oui. Alors c'est important de le dire parce que là on est aussi dans cette émission pour battre en brèche quelques bons préjugés, comme celui qui a encore la vie dure. Je passe le micro au représentant du mouvement juif libéral. Alors est-ce que c'est vrai qu'on mange du porc dans les colos du MJLF? Est-ce que c'est vrai que on veut absolument fouler aux pieds la religion? Je caricature beaucoup. Alors qu'en est-il, Oren, toi qui es vraiment le responsable de la section jeunesse, voilà, pour remettre un petit peu d'équerre tout cela. On va rassurer un peu tout le monde et déconstruire quelques préjugés, je pense. Allons-y, c'est le moment. Donc mes colonies de vacances sont évidemment cachères. Il y a des temps juifs, des temps de prière. Il y a un office le vendredi soir, le Shabbat matin. Voilà, on permet à tout le monde de vivre sa religion comme il le souhaite. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est un petit peu moins pratiquant, eh ben, on va pas le forcer parce que ça c'est pas le but. On va essayer de lui expliquer pourquoi on fait les choses. Et quelqu'un qui est plus religieux, pratiquant dans la pratique, orthopraxe, évidemment, on lui laissera son temps de prière supplémentaire s'il en a besoin. S'il y a un jeune qui souhaite faire que d'autres ne souhaitent pas faire, évidemment, et on va le soutenir dans sa démarche. Chacun s'y retrouve. Et c'est le but du MJLF, c'est de permettre à tous les enfants de venir comme ils sont, un peu comme chez McDo. Venez comme vous êtes. Voilà. Cela dit, ils font McDo cachère. Hein, oui, ils font de très très bons burgers. Il y a toujours un petit repas comme ça, burger frites dans les colos, ou poulet frites, où tout le monde. Alors, je vous repose la question aussi au déj. Bon, il y a eu des jeunes, hein, pas des jeunes, des jeunes cet été par exemple. Notre ami Zohar nous dit que voilà, il y avait un buffet à disposition, etc. Alors, je vous rassure aussi, hein, on respecte parfaitement les enfants dans leur, voilà, dans leur intégrité, dans leur intégralité. C'est-à-dire, bien sûr, ceux qui veulent manger, ils mangent. Pas question d'avoir des décisions autoritaires. Mais comment vous adaptez, par exemple, pour un ado qui dit, je veux bien commencer à jeûner une demi-journée, etc. Comment vous l'amenez? En fait, on va adapter la journée selon les enfants qui veulent jeûner et ceux qui ne veulent pas. Donc, on force personne à jeûner. Ça, c'est le minimum du minimum. Et ceux qui veulent jeûner, on leur adapte leur journée qui va être beaucoup plus calme. On va leur mettre des films, on va faire des débats avec eux sur Tisha B'Av cette année. Et ceux qui veulent pas jeûner, ils avaient des petites activités sportives, toujours une journée quand même moins chargée. Et ils avaient un repas le midi, un repas le soir. Et on adaptait les horaires, pareil, du repas, pour que ceux qui jeûnent pouvaient manger le soir un peu plus tard, à la fin du jeûne. Et pareil pour les animateurs. Ceux qui veulent jeûner jeûnent et ceux qui ne veulent pas ne jeûnent pas finalement. Donc on n'oblige personne et encore une fois, les éducateurs qui sont autour de la table et bien d'autres sont très attentifs au développement de l'enfant et puis naturellement, encore une fois, on ne force personne. Ça va mieux en le disant. Alors, si on va jusqu'au bout du triptyque, tiens, Améretz Torah d'Israël, parlons d'Israël, parce qu'on a quand même de vigoureux représentants ici. Comment vous abordez le sujet d'Israël en colo? Alors, dans les mouvements de jeunesse au long cours, on sait un petit peu comment ça se passe, mais est-ce qu'il y a toujours une journée israélienne, avec shawarma et voilà. Mais est-ce que la journée israélienne, Anaël, ce n'est que, voilà, le côté folklorique du shawarma, des drapeaux israéliens? Qu'est-ce que vous arrivez à véhiculer de l'attachement à Israël quand on est un jeune, pas strictement sioniste, pas strictement issu d'un mouvement chaloutzik, où ça c'est une vraie musique. Comment vous organisez ça, par exemple? On essaie de leur inculquer soit une histoire sur Israël, soit faire une page juive aussi, des jeux avec des thèmes sur Tzahal, voilà, tout ce qui est en rapport avec Israël, mais de leur inculquer au moins une chose, qu'ils retiennent une chose de la journée israélienne, voilà, sur Israël. Oren, est-ce que tu veux nous dire comment, alors surtout vous avez fait vous 2 voyages, dont un très très connu, hein, Taglit, où déjà Israël s'offre en décorum comme une évidence avec ses parfums et son lieu, voilà. Parfois il n'est pas besoin de faire de grands discours. Ouais, comment ça s'est passé d'ailleurs ce Taglit et comment Israël est dans votre offre éducative, comment ça se positionne? Alors Israël fait clairement partie de l'ADN de la section jeunesse du MJLF. Alors peut-être à cause de moi ou grâce à moi. Alors il peut nous dire qu'il est franco-israélien quand même. Voilà, mais ça l'a toujours été même avant que je prenne les choses en main. Ça se traduit surtout par le voyage. Alors tu m'as parlé de Taglit, c'est vrai. Taglit c'est devenu un automatisme. Ça fait la 3e année qu'on le fait. Une 40aine de participants qui reviennent ravis. Et l'enjeu avec eux, comme c'est des jeunes adultes, c'est de leur donner envie de s'investir davantage dans la communauté ensuite quand ils reviennent. Et nous, on essaye de réunir l'ensemble des communautés libérales de France. Donc
Donc on avait des Strasbourgeois, on avait des Lyonnais, des Parisiens, des Niçois, des Marseillais. Enfin voilà, ça se mélange bien. Mais ce qui est le plus important et le plus cher à mon cœur et mon bébé, c'est ma colo du mois de juillet en Israël aussi pour les 14-17 ans. Et je pense que pour parler d'Israël, il n'y a rien de mieux que d'emmener les enfants en Israël. On parle d'Eretz Israël, donc il faut les emmener sur la terre. Vous n'allez pas nous contredire, Aviv Non, et Zohar. je crois que toujours il faut donner des positions pour les adultes et les madrichim dans le mouvement jeunesse pour comprendre la situation, comprendre le pays, le problème qu'on a. Et vous abordez avec les jeunes le conflit israélo-palestinien, la situation très contemporaine d'Israël. Alors d'un côté on a évoqué Tzahal, on a évoqué les shawarma, on a évoqué le soleil et le côté très expérientiel d'Israël. Si on revient maintenant sur la rugosité d'une actualité, est-ce que c'est des sujets que vous abordez assez frontalement avec vos jeunes? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent autour des colonies, de l'État-nation, de tout ce qui est un petit peu agité là, les médias cet été notamment? Zohar, c'est pas une question piège, mais je crois pas que dans la mouvance jeunesse il y a des questions que tu peux pas donner, que tu peux pas donner, jeter sur le madrichim, sur le chanichim de le mouvement. Et il faut. Vous n'avez pas de tabou, vous abordez tous les sujets. Ouais. Ça, c'est important. Oren, par exemple, les ados, quand ils étaient en Israël avec toi, et à la fois à Taglit et dans cette colo, d'abord, qui les as-tu fait rencontrer? Des conférenciers? Quel type de relations ont-ils eu avec des gens sur place, des personnes ressources? Alors, on a évidemment les rencontres classiques avec des guides, avec des lieux, quand on va au Kotel, quand on va dans le Golan, etc. On fait toujours à peu près les points clés, mais ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est leur permettre de rencontrer aussi les minorités en Israël, à savoir soit les Druzes, les Bédouins, les chrétiens israéliens, les Arabes israéliens qui sont dans le nord d'Israël, pour qu'ils comprennent aussi les enjeux qui peuvent toucher un peu tout le monde en Israël aujourd'hui. Et ça fait aussi un peu balance avec l'État-nation, la fameuse loi sur l'État-nation qui est passée. Et donc on se pose des questions et on essaye de savoir pourquoi cette loi passe et dans quelles conditions. Est-ce qu'on est d'accord avec cette loi? Est-ce qu'on ne l'est pas? Donc les débats sont essentiels. Voilà. Je pense que c'est très important dans la construction des adolescents en particulier. Le Dej, vous avez fait un séjour en Israël cet été? Alors pas cette année, on n'a pas pu malheureusement le faire, mais on compte se remettre d'aplomb pour l'année qui arrive et faire plus d'un voyage même en Israël, pourquoi pas. C'est bien ce qu'on vous souhaite, et d'ailleurs vous serez accompagné par Noé et l'Action Jeunesse, et on va, puisqu'on est à quelques poignées de minutes de la fin de cette première partie, puisqu'en deuxième partie, eh bien nous continuerons sur la formation du cycle ado. Vous avez un petit peu suivi les épisodes sans doute, puisque nous mettons en place de véritables workshops, des ateliers pour les éducateurs, et nous recevons tout à l'heure un invité qui va nous parler d'un sujet d'actualité, peut-être recueillir une impression des éducateurs qui sont là sur les violences sexuelles. Est-ce qu'aujourd'hui dans les colos vous avez affaire à des maltraitances sexuelles, à des problématiques entre mineurs? Est-ce que c'est un sujet que vous abordez là aussi frontalement, ou c'est un sujet tabou? Est-ce que dans la communauté juive, en tout cas quand on est éducateur digne de ce nom, c'est un sujet qu'on peut prendre à bras le corps? Oren. C'est pas une question évidente. C'est pas une question évidente. C'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser. Alors j'ai la chance d'avoir des petites colos pour l'instant, et donc de assez bien contrôler ce qui se passe dessus et faire suffisamment de prévention pour éviter d'arriver à ces situations. Mais on peut avoir des propos très déplacés, notamment au moment des jeunes et de leur puberté. Donc ça, il faut faire attention. Il faut pas laisser la parole se libérer bêtement. Avec les adolescents, on peut être un petit peu plus enclin à tout ce qui est hypersexualisation, les tenues, le comportement, les regards, les réseaux sociaux et les vidéos qui peuvent être tournées, alors même pour rigoler, mais je pense qu'aujourd'hui ils prennent pas la portée de tout ce qui se passe parce que le monde va très vite, les réseaux sociaux vont très vite, et c'est à nous d'être extrêmement vigilants dans notre direction, dans notre formation à nos animateurs aussi, et aussi pour mettre les choses dans les règles de vie. On parle toujours de ces fameuses règles de vie, mais elles sont essentielles
à la bonne tenue de nos colonies de vacances. Voilà, moi je pense que c'était un bon mot de la fin. On va peut-être demander au Dej quels sont vos projets pour cette année et on va souhaiter un grand Shana Tova. Alors on ne sait pas quand on est rediffusé, hein, on enregistre dans les conditions du direct, mais en tout cas on vous souhaite une très très belle année douce et prospère et surtout on souhaite de très très belles ondes à la jeunesse juive engagée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter vous pour cette année 5779 le Dej? Encore plus d'enfants, encore plus d'animateurs et encore plus de sourires surtout. Bravo. C'est essentiel. Et puis Beat Slacha, bonne chance à toi Eliav et à vous deux, notamment pour ton installation à Paris et voilà ta nouvelle fonction de responsable pédagogique. Beat Slacha, Baruch Haba aussi. Aviv, on sent que c'est un jeune homme de contenu, hein. Il a une belle vision. Je suis plus vieux, c'est normal. On te souhaite aussi Zohar, et bien une belle continuation. Tu vas nous manquer. Oui. J'espère. Moi, je voulais aussi saluer bien le sourire et puis ça a été aussi une petite maman. Il faut bien le reconnaître, hein, sans se substituer. Elle a été très très proche de ces jeunes et on a passé en tout cas une très très belle année avec toi. Et je voulais vraiment qu'on te félicite et qu'on te rende hommage et qu'on te souhaite une belle continuation. Oren, tu vas rester avec nous dans le bocal. Après ce petit extrait musicaux, on est sur les derniers baisers de Laurent Voulzy. C'est peut-être les derniers baisers de l'été. Et là, je vous rassure, c'est des baisers chastes. À tout de suite.
Et nous sommes de retour sur RCJ Noé by Night, le rendez-vous de la jeunesse juive engagée, deuxième partie. Et m'ont rejoint dans le bocal, comme on dit, eh bien, Hélène Zrien. Salut. Bonjour. Hélène. Ah, salut. Hélène Zrien, qui est d'abord ma complice, et puis la responsable du pôle formation au campus FSJU. Hélène, le campus FSJU, pour le resituer. Le campus FSJU, c'est une fusion de différents instituts de formation du Fonds social juif unifié, le CFP André Rinanière, ILA, OFAC et un département de formation pour la culture aussi. Voilà, on forme des éducateurs, des enseignants, et nous sommes en partenariat Noé, l'action jeunesse du Fonds social, et notamment sur un cycle sur les adolescents, ados 3.0, comment accueillir cet ado nouvelle génération. On va en parler justement dans la deuxième partie, mais on retrouve un transfuge de la première partie, on l'a gardé. Je reste. D'abord parce qu'il faisait ce témoignage de transition de cette première à la deuxième partie autour d'une expérience terrain. Il nous fallait un petit cobaye. Oren, tu vas bien te prêter au jeu? Oui. Voilà. Pour aborder un sujet avec un intervenant que je vais vous présenter, un sujet grave, mais on va essayer de l'aborder de manière simple, fluide, sur les violences sexuelles exercées sur les enfants. Alors je sais, il est 23h passé, vous vous dites on est à quelques heures du sommeil et de Morphée. Sébastien Brochot, bonsoir. Bonsoir. Sébastien, vous êtes un couteau suisse, si j'ose dire. Hein. Vous êtes un touche-à-tout de génie. Ça me regarde, mais ça me va. Ça vous va bien comme définition? Oui, en préambule. Mais oui. Alors, Sébastien Brochot, vous êtes l'auteur de nombreuses publications, de romans, de fiction, de nouvelles et de contes pour enfants, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà. Alors jusqu'ici, on est dans, on va dire, la production éditoriale, mais pas que. Il fait des petits clips vidéo. On va écouter d'ailleurs une petite laïus sonore tout à l'heure autour d'un petit clip de prévention. Et puis, donc vous êtes un communicant et notamment vous dirigez l'agence créative This Is It. Exactement. Jusqu'ici, tout va bien. Les fiches sont, on va dire, parfaitement rédigées. Et puis, on va vous recevoir ce soir parce que vous êtes le président de l'association Une Vie, une association de prévention contre les violences sexuelles sur les enfants. Vous êtes notamment à l'initiative du site de prévention pedo.help.fr. Pedo.help, tout court. Pedo.help, tout court. Voilà, vrai, c'est le projet Pedo.help. Pas la peine d'en rajouter. Et puis d'un site sur le consentement. Consentement.info. Voilà. J'allais presque dire que ces deux sites, à eux seuls, forment notre introduction. Qu'est-ce qui vous a amené, Sébastien, à travailler sur ces questions, à en devenir un spécialiste et à proposer notamment des accompagnements de prévention, des accompagnements pour les éducateurs. Et c'est avec vous, finalement, qu'on va frayer ce petit chemin sur le cycle des ados, puisque le troisième atelier va se positionner sur le thème de l'hypersexualisation et des violences sexuelles. Racontez-nous un peu pourquoi vous en êtes arrivé là. Eh bien, c'est, je dirais, mon rôle de citoyen. J'ai eu envie, à un moment donné, de faire quelque chose d'utile pour la société, sur un domaine qui m'importe, c'est-à-dire la protection de l'enfance. Et voilà, j'ai décidé de m'intéresser un peu à ces violences sexuelles sur les enfants, parce que c'est un thème qui, je trouve, qui est très important, qui fait beaucoup de dégâts dans la vie des victimes, mais qui fait beaucoup de dégâts pour la société aussi. Et je me suis rendu compte que dans cette prévention des abus sexuels sur les enfants, on faisait beaucoup de sensibilisation, surtout auprès des enfants, mais pas auprès des potentiels agresseurs. Je me suis un peu documenté, j'ai compris qu'en fait, pour régler cette problématique, il fallait surtout faire des projets multi-cibles. Il faut s'adresser à tout le monde en même temps, sans avoir peur de s'adresser aux potentiels agresseurs. Et donc j'ai créé Pedo.help qui cible aussi les potentiels agresseurs. Et puis aujourd'hui, consentement.info qui là pour le coup est un projet un peu plus large pour sensibiliser les 15-25 ans sur cette notion de consentement qui est difficile à comprendre. Difficile, dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias. On va y revenir, Sébastien, puisqu'on a une petite plage pour à la fois vraiment mettre d'équerre, si j'ose dire, mettre à plat un petit peu toutes ces notions qui ont agité le landano médiatique. Je voudrais, Hélène, si tu le veux bien, qu'on resitue ce cycle sur l'ado 3.0. De quel constat sommes-nous partis pour bien faire un reset, une espèce de réinitialisation autour d'un ado hypersexuel, borderline. Alors juste avant de revenir là-dessus, on avait juste pour resituer un petit peu cette
cette intervention-là. On avait travaillé sur l'adolescent face à Facebook avec Angélique Gozlan, les enjeux des nouvelles technologies et de leur utilisation, les enjeux de la virtualisence. Voilà, je remonte face caméra le livre. C'était un moment très très intéressant où elle avait expliqué tout ce qui se joue pour les adolescents avec l'utilisation des réseaux sociaux. Puis on a fait aussi venir l'association Libre et Engagée et Jeune et Engagé. Jeune et Engagé, l'ado face à la loi. Donc là avec Patrick Haïs et Florence Fitoussi, on a pu travailler sur la simulation d'un procès. Et puis on s'est dit que un des sujets dont on parle beaucoup, dont la presse parle beaucoup, dont notre société parle beaucoup, mais dont on parle pas tant que ça dans nos milieux à nous, c'était effectivement comment on gère les problématiques sexuelles dans l'école, dans les colonies de vacances, dans la société. Nos écoles sont inscrites dans la société et donc elles subissent exactement les mêmes influences et les mêmes problématiques et le même questionnement que la société lui renvoie. Et donc on s'est dit que c'était une problématique qui nous intéresserait. C'est pourquoi on a invité Sébastien avec nous. Est-ce que Sébastien Brochot, le mouvement MeToo, cette libération de la parole, ces femmes qui, de manière tout à fait décomplexée, maintenant osent dire les choses dans l'atteinte à leur intimité, a été aussi une espèce de terrain favorable à votre action et notamment auprès de différents acteurs qui sont les pouvoirs publics, qui sont peut-être les travailleurs sociaux. Dites-nous un peu si aujourd'hui c'est le moment, comme le dit Hélène. Alors c'est peut-être le moment où la société elle est prête à entendre des choses qu'elle pouvait pas entendre avant, ça certainement. MeToo, la libération de la parole, c'est toujours bénéfique. C'est toujours bénéfique à partir du moment où c'est juste. Et à partir du moment où on arrive à dépasser ça pour être ensuite dans un discours plus serein, plus constructif. Donc la libération de la parole, c'est très important. C'est très important qu'il y ait des gens qui puissent dire j'ai été victime, voilà ce qui s'est passé. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau si derrière on ne travaille pas sur la reconstruction de la société. Et c'est un peu ça, mes projets de prévention, c'est un peu ça. C'est un peu l'après MeToo, en fait. Comment est-ce qu'on va cette fois avoir un discours plus serein et plus constructif pour éviter qu'il y ait de nouvelles victimes? Question à l'éducateur. On retrouve Oren qui avait, avant la fin de la première partie, dit que c'est un sujet qu'il abordait assez frontalement avec ses animateurs, avec son corps éducatif. Là aussi, est-ce que chez les ados, les jeunes animateurs, puisqu'ils ont 17 ans et plus, c'est un sujet que vous abordez librement? Est-ce qu'il y a de la gêne aux entournures? Est-ce que c'est un sujet que toi tu fixes dans tes formations? Comment tu t'empares de ce sujet avec des jeunes qui peuvent s'estimer peut-être un peu protégés, un peu choyés, un peu, hors de ces considérations immédiates? L'abri, oui. Je pense que c'est essentiel. Il n'y a pas de tabou. Je pense que c'est déjà la première étape, c'est de dire que c'est pas quelque chose de tabou, c'est pas quelque chose dont il faut se cacher, parler de sexualisation, parler de relations entre les hommes et les femmes, ou plus aujourd'hui. Je veux dire, on peut très bien, il n'y a pas de problème à en parler. La question, c'est comment on en parle. C'est difficile d'aborder un sujet que l'on ne maîtrise pas, mais il y a des choses, je pense, qui sont du bon sens que l'on peut déjà transmettre. On parlait de prévention. On peut prévenir des comportements qu'on ne tolérerait pas dans la rue. Alors, il n'y a pas de raison qu'on les tolère dans nos colonies de vacances. Il y a de la prévention, il y a aussi le consentement. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. J'en parle avec tous mes ados sur tous mes voyages d'ados. Parler de consentement pour les femmes, on parle automatiquement, on pense aux femmes, le consentement, mais aux garçons aussi aujourd'hui. Alors, comment en parle-t-on? On va y arriver, ça sera peut-être l'atterrissage de notre seconde partie d'émission. Mais de quoi parle-t-on exactement, Sébastien, quand on parle de violence sexuelle? Voilà, juste une espèce d'état de l'art de ce sujet qu'on prend parfois avec des pincettes, on se dit qu'on est un peu maladroit, malhabile. De quoi parle-t-on quand on parle de violence sexuelle exercée sur les enfants? Alors, quand on parle de violence sexuelle sur les enfants, on parle déjà d'une problématique qui touche toutes les sociétés. Tous les milieux, peu importe que soit riche, pauvre, peu importe son origine ethnique, sa religion, sa culture, peu importe le pays. Alors sur le pays, petite parenthèse, il y a quand même des taux de violence qui sont plus importants dans les pays en guerre. Le viol est la première arme de guerre, on le sait aujourd'hui.
On parle de... alors, en l'Europe, le Conseil de l'Europe parle d'un enfant sur 5 qui sera victime. Moi, je parle au-delà de l'enfant et de l'adolescent. On estime aujourd'hui qu'il y a une fille sur 3 et un garçon sur 5 qui seront abusés avant l'âge de 18 ans. Hein, on sait que ces violences sexuelles, elles commencent avant l'âge de 11 ans pour une victime sur 2, avant l'âge de 6 ans pour une victime sur 5, hein, donc avant même d'atteindre cet âge de raison de 7 ans, qu'environ 90% des enfants victimes connaissent leur agresseur, hein, il s'agit d'ailleurs une fois sur 2 d'un membre de la famille. On sait aussi qu'un agresseur sur 4 a moins de 18 ans, donc un adolescent. Ça, c'est une statistique qui nous abasourdit, hein, puisqu'on a toujours le sentiment d'avoir entre guillemets une espèce de prédateur, l'aîné qui va exercer effectivement une espèce de d'abus d'autorité, mais il peut y avoir quelque chose de plus horizontal, si j'ose dire, avec un ado guère plus âgé qu'un mineur, n'est-ce pas? Et le problème, c'est souvent qu'on imagine que l'agresseur sexuel, c'est un prédateur. Mais c'est extrêmement rare que ce soit comme ça, cette image de ce pervers qui a le grand par-dessus. C'est assez terrible d'imaginer ça, parce que du coup, on loupe la réalité, on passe à côté. Non, l'agresseur, bien souvent, c'est quelqu'un qui paraît très très gentil, et d'ailleurs qui, en dehors de ces actes terribles qu'il commet, sont des gens qui sont de très bons copains, de très bons voisins, des super cousins, enfin voilà. Alors pour clarifier les notions, Sébastien, on a parlé en mars dernier d'un comité d'experts qui aurait donc rendu sa copie au Premier ministre, justement parlant de cet âge de 15 ans comme étant l'âge d'un consentement autorisé. Est-ce qu'on peut clarifier les notions? On parle souvent de maturité, d'âge de maturité sexuelle, de consentement. De quoi s'agit-il exactement? Et je demanderai d'ailleurs aussi à Oren. Et une fois qu'on aura fait le tour d'horizon de ces définitions, on pourra laisser à Hélène le soin de revenir sur ces peut-être ces fantasmagories aussi. Hein. De quoi s'agit-il quand on parle de consentement, d'âge de maturité sexuelle? Kezako. Alors en fait, il n'y a pas d'âge de majorité sexuelle en France dans la loi française. Ça marche pas comme ça. On sous-entend d'après les textes de loi que c'est 15 ans. Et cette loi qui vient d'être validée par le Sénat, elle a rien changé par rapport à ça. Hein. À partir de 15 ans, que ce soit avant cette loi ou aujourd'hui, on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de 15 ans, 16 ans, 40 ans, à partir du moment où cette personne n'a pas autorité. Hein. Donc l'animateur, quand on a 15 ans, qu'on a un animateur de 17 ans ou de 18 ans, peu importe, on n'a pas le droit. Alors, c'est l'animateur qui passera devant le juge, hein. Voilà. C'est illégal. Voilà. Oren, est-ce que c'est des notions qui te sont familières? Est-ce que c'est un discours que tu tiens auprès de tes animateurs vis-à-vis des jeunes dont ils ont la responsabilité? Oui. Alors c'est souvent on a ce piège de l'idée de la majorité sexuelle, et j'en parle pas qu'à mes animateurs, j'en parle aussi à mes colons. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue cet été justement avec les colons. Les colons, c'est les jeunes. Hein, je précise toujours qu'on jargonne dans le. Nous ne colonisons personne. Mais jusqu'à nouvel ordre. Mais on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, je rappelle à mes animateurs qu'ils n'ont absolument pas le droit, même des jeunes stagiaires de 17 ans, d'avoir de relations ou de rapprochements avec même des participantes de 17 ans. Parce qu'ils sont en danger d'un point de vue légal. C'est pas le but non plus de nos colonies de vacances. Et je rappelle aussi cette histoire de cette fausse histoire ou cette idée conçue de majorité sexuelle à mes adolescents, parce que c'est quelque chose qui revient dans leur bouche. J'ai 15 ans, alors j'ai rencontré un jeune homme de 18 ans, mais tout va bien parce que je suis majeur sexuellement. Donc il faut leur expliquer un petit peu les choses, mais c'est une notion qui est très floue et qui est compliquée à comprendre
parce que l'État la rend pas plus claire, je pense. C'est ça le problème aujourd'hui. Oui, alors la justice ne le fait pas aussi pour protéger les jeunes. Hein. C'est-à-dire que là, ce qui avait été demandé aussi par les associations, c'est que ce soit considéré, toute relation sexuelle avec pénétration avec un jeune de moins de 15 ans soit considérée automatiquement comme un viol. Ouais. Mais du coup, eh bien, effectivement, quand une fille de 13 ans, par exemple, ou un garçon de 13 ans a une relation sexuelle avec quelqu'un de 50 ans, on se dit c'est terrible. Et donc on se dit mais oui, il faut que cette personne soit voilà condamnée à la réclusion criminelle sur des lourdes peines. Mais une fille de 14 ans qui a un petit copain de 18 ans, dans ce cas-là, même si c'est elle qui lui demande, et ben lui aussi, il encourt la prison pour 20 ans. Si on estime qu'il y a viol automatiquement. Et donc, c'était compliqué. On n'avait pas envie d'un pays où on allait bousiller la vie de jeunes majeurs. D'être alarmiste en quelque sorte. Oui, alarmiste et puis d'être trop autoritaire. C'est bien que le magistrat, il puisse avoir son propre avis et essayer de regarder si dans cette situation il y a eu une possibilité de consentement ou il n'y a pas eu. Est-ce que c'est vraiment une violence sexuelle ou pas? C'est bien de laisser cette liberté-là au magistrat. Alors Hélène, tu as fait pour nous un petit tour d'horizon des infos, des intox et des actualités du moment, puisqu'on parle justement de flou et de peut-être de fantasmes autour du sujet. Quelques petites questions à l'attention de Sébastien. Oui, j'avais envie de te poser quelques questions qu'on se pose tous ou qu'on a entendu se poser dans les dîners en ville. Alors, je vais te poser, on va faire un jeu de questions-réponses comme ça assez rapide. Donc, une des premières questions qu'on entend comme ça, c'est les violences sexuelles ont toujours existé. Pourquoi s'en préoccuper actuellement? Comme je le disais, peut-être que la société elle est prête. Hein. Je pense que ça renvoie à la place de l'enfant dans la société, à la place de l'enfant dans la famille. Il y a 2 siècles, les enfants mouraient très très jeunes, et puis le père, il avait autorité sur toute la famille. Et ce qui était terrible à cette époque, le pire, c'était le parricide, de tuer le père. Aujourd'hui, le crime le plus terrible, c'est l'infanticide. On a retourné un petit peu ça. L'enfant a une très très grande valeur dans nos sociétés. Alors l'enfant roi, donc tu nous dis l'enfant roi. Ce sont des histoires entre enfants. Oui, l'enfant idéalisé. Hein. Oui. C'est même trop lourd pour les enfants aujourd'hui d'avoir cette et donc place. Du coup, ça me renvoie à une autre question qu'on entend aussi beaucoup. Ce sont des histoires entre enfants. Il vaut mieux ne rien faire au risque d'aggraver les choses. Alors, est-ce qu'on parle de touche pipi? Si on parle de touche pipi, les jeux de découverte du corps de l'autre, ils sont importants. Par rapport au développement de l'enfant, c'est important qu'il découvre le corps de l'autre à partir du moment où il y a une forme de consentement. Donc on va regarder un petit peu de loin ce qui se passe, si les 2 enfants ont l'air d'accord, si ça va pas trop loin, s'il y a un doigt dans le vagin de la petite fille, non, ça alors, c'est pas possible. Alors je n'avais pas précisé à nos auditeurs qu'à cet instant précis, il y a un petit carré blanc. Vous nous rejoignez sur RCJ, mais nous abordons le sujet sans phare des violences sexuelles. Oui, parce qu'après il y a toutes ces définitions presque juridiques. Qu'est-ce qu'un viol ou comment un viol, ou est-ce qu'il si je veux dire, il se termine. Alors, qu'est-ce qui se dit encore un petit peu dans la doxa ambiante? Il suffit de punir sévèrement ou d'exclure des harceleurs pour résoudre le problème. Punir, c'est pas la bonne solution punir, c'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que c'est pas une solution à long terme, c'est pas une solution puisqu'on attend qu'il y ait une victime pour punir. Mon objectif, c'est d'arriver avant qu'il y ait une victime. Donc de faire de la prévention. Et cette prévention, elle peut se faire surtout par l'apprentissage de l'empathie. C'est-à-dire donner des cours aux enfants sur les relations humaines. On va y revenir sur parler de ses émotions. Ok. Il est impossible de comment est-ce qu'on traite de l'intimité sur le net, c'est-à-dire ces enfants qui utilisent le net non-stop, comment on va intervenir alors qu'ils ont un libre accès à tout ce qu'il y a autour d'eux, et donc est-ce qu'on doit les surveiller non-stop, c'est le rôle des parents en fait. Ouais. Alors si on parle des enfants, les enfants, moi je pense qu'avant 13 ans, on n'a pas à avoir accès à Internet seul. C'est-à-dire qu'un adulte doit être à côté. On peut mettre l'ordinateur dans le salon, par exemple, et il y a un adulte autour. On apprend à l'enfant. Si là, tu vois un truc qui te pose question, tu m'en parles tout de suite. Je viens voir, on regarde ensemble. Et puis, on met des filtres. On vérifie ce qui passe là, ce que l'enfant va voir. Mais est-ce que dans les faits, Sébastien, c'est pas difficile à enrayer? Je me souviens de cette tribune dans Le Monde où un collectif de psychiatres et de
professeur avait, dont Cyrulnik, dont Cyrulnik voulait tout simplement eh bien interdire la pornographie avec même des c'est plus que des firewalls, hein, c'est vérifier l'identité du jeune s'il n'est pas majeur pour accéder effectivement à ce tonneau des Danaïdes de la pornographie. Est-ce que ça, quel est l'entre-deux? Parce que le papa ou la maman ne peut pas toujours être là dans un moment qui lui échappe, qui peut être celui de l'école, qui peut être celui d'une échappée belle de l'enfant. On sait pertinemment qu'avec les smartphones, on peut tout à fait passer outre ces contrôles parentaux. Quel est le positionnement de parents qui s'inquiètent? Alors, d'abord, techniquement, c'est pas possible de bloquer la pornographie pour donner accès par carte d'identité. Techniquement, ça marchera pas. Non, par contre, ce qu'un parent peut faire, c'est apprendre à son enfant qu'il peut parler. Et que s'il voit des choses qui le dérangent, qui le mettent mal à l'aise, s'il vit quelque chose qui le met mal à l'aise, il en parle. Il en parle. Et si l'enfant, il apprend ça tôt et qu'on lui répète et que les parents sont réellement accessibles à ça, si réellement ils sont à l'écoute de leur enfant, eh ben l'enfant, oui, il va avoir dans la cour de l'école, derrière le préau, une image porno sur le téléphone, mais si ça le bouscule, et ça va le bousculer, il va en parler. Et s'il en parle, eh bien, on va pouvoir minimiser, on va dire, le petit trauma. Une des questions, pour rebondir là-dessus, une des questions qu'on pose aussi, c'est quel est l'impact de ces violences sexuelles sur un individu, sur une victime? L'impact, il dépend de chaque personne, hein, des capacités de résilience, comme dit Cyrulnik. Mais l'impact, il peut être terrible. Il peut être terrible parce que c'est extrêmement difficile de parler pour une victime. C'est souvent extrêmement difficile de réaliser qu'on a été victime. Hein. Un enfant victime va avoir beaucoup de mal, peut-être, qu'il va réaliser qu'il a été victime, alors, parfois c'est 2 ans et demi, mais parfois c'est 20, 30 ans plus tard. Et l'impact, il peut être terrible. Il peut... on sait que une victime sur 2 agressée dans l'enfance a tenté de se suicider. On sait qu'avoir subi des violences dans l'enfance peut faire perdre jusqu'à 20 années d'espérance de vie si on a vécu plusieurs types de violences dans l'enfance. Donc l'impact, il est terrible, et je dirais alors de façon un peu cynique qu'il est aussi terrible pour la société parce que ça coûte une blinde, hein. Ça coûte une fortune à la Sécu. À la Sécu, voilà, les gens se mettent en arrêt maladie. Il y a maladie sur maladie chronique, hein, mais des maladies lourdes aussi parfois. Et puis, les personnes qui ont été victimes vont être plus à risque par rapport à l'alcool, aux drogues. Donc pour la société aussi, c'est terrible cet impact. Voilà, je vais montrer l'affiche très très flashy. Voilà, je suis l'auteur de ce chef-d'œuvre. Hein. Voilà, de cette campagne. Quand c'est oui, et quand c'est non, on le mettra peut-être en fin de générique. Et puis quand on sait pas, on garde ses doigts pour soi. Alors, c'est un peu décalé. Sébastien, vous êtes à l'origine de cette campagne qui lance le site consentement.info. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce clip qui va devenir très viral, hein, parce qu'il est très je passe les documents à mes camarades de studio. Alors, comment est née cette campagne, quelle cible touche-t-elle, et puis on lui souhaite quand même une belle vie parce que l'humour est là, présent. Exactement, l'idée c'est de toucher les 15-25 ans. Et l'idée c'était d'avoir un discours serein sur qu'est-ce que le consentement, et pour les 15-25 ans je pense qu'il fallait passer par l'humour. Alors avec mes partenaires du CRIAVS, des hôpitaux Saint-Maurice, qui sont donc des professionnels de la santé, on a décidé d'avoir une accroche un peu parodique, un peu impertinente, en reprenant ces rythmes des années 80 et ces merveilleuses couleurs des années 80. Vous pouvez voir le clip sur YouTube. Il est très très coloré. Alors, attention aux yeux. Alors, ce qui nous semble tous évident, c'est quand c'est oui, mais comment savoir quand c'est non? Eh bien, alors comment savoir quand c'est non? C'est très très important ça. Il y a des choses très très concrètes, très très pratiques. Il s'agit d'écouter l'autre. On appelle ça le langage corporel. Et l'autre, par exemple, si on cherche à l'embrasser et qu'il recule le visage, ça c'est un signe qu'il va peut-être pas falloir insister parce que c'est pas le bon moment pour l'embrasser. Si on caresse quelqu'un et que cette personne réagit pas du tout, ne bouge pas, par exemple, on continue pas.
à caresser cette personne. Et puis on se parle quand on est des jeunes, qu'on veut découvrir le corps de l'autre, ce qui est tout à fait normal et tout à fait sain. On peut demander à l'autre. Alors c'est difficile parfois de trouver les bons mots parce qu'on n'est pas à l'aise avec ces mots. On cherche des mots avec lesquels on est le moins mal à l'aise possible. Et puis il y a toujours les mots, on va dire un peu officiels de SVT qui existent. Et alors tu poses cette question très 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 bien dans le document que tu proposes et qu'on peut prendre sur le net. C'est tu dis comment dire stop. Alors du coup j'ai pas su dire vraiment non, mais comment je dis on s'arrête là. Tu proposes des tas de scénarios et des réponses possibles. Le stop, c'est difficile quand on est dans l'action. Mais le truc, c'est que alors c'est surtout des jeunes femmes, il y a aussi des hommes, mais il y a surtout des jeunes femmes qui ont dit, moi j'ai déjà couché un peu par politesse. J'ai fait l'amour par politesse parce que le mec me plaisait, je l'ai dragué, il a été super sympa, puis au bout d'un moment, il était insistant et moi je savais pas trop, puis au bout d'un moment j'ai lâché, quoi. J'ai dit bah ouais quand même, sinon je passe vraiment pour une mauvaise fille, c'est pas cool. Et elles ont des relations sexuelles par politesse. Donc tu es vraiment en train de nous dire qu'il y a tout un travail de prévention, il y a un travail d'éducation. Et ce travail de prévention et d'éducation, il est fait par qui, où, comment? Et d'écoute de son corps, de ses propres émotions. Ça commence par le travail sur les émotions, justement. L'empathie envers soi-même, on appelle ça l'auto-empathie. Ce travail d'auto-empathie, c'est le premier. Et c'est ce qui va permettre d'accepter aussi à l'autre, d'avoir de l'empathie pour l'autre. C'est simplement essayer d'écouter. Super difficile quand on est ado. Puis en plus, quand il y a les hormones qui font des feux d'artifice dans la tête et dans le corps, c'est super difficile. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, comment on dit stop? Déjà, on s'éloigne. On s'arrête un peu et puis peut-être on change de pièce. On va dans la salle de bain, on va dans la pièce d'à côté et on se pose, on souffle un peu et puis on se pose la question, est-ce que vraiment là, j'ai envie? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à ça? Voilà. Et puis, si on n'est pas prêt, on y retourne puis on essaye de parler. Et puis, si on n'a pas d'explication, il n'y a pas d'obligation à donner des explications. Parfois, on ne sait pas pourquoi on n'a pas envie, mais on n'a pas envie. Alors, on se force pas. Sébastien, on va, là, puisqu'on arrive à l'issue de l'émission, à cet instant crucial, qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de ce type de violence sexuelle? Quels sont les relais? Quel est l'arsenal pédagogique, éducatif ou juridique? Donc il ne s'agit pas de donner une espèce de vadémécum prête à l'emploi, mais j'allais presque te demander, Aurène, si tu as assisté à ce type de d'événement. Est-ce que tu t'es trouvé dans ton parcours d'éducateur à un moment donné accompagné, désemparé? Alors, j'ai pas été confronté à ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai de la chance, ou bien soit ça m'est passé entre les doigts et je l'ai pas vu, ou ça m'a pas été remonté. J'espère que non, parce que ça voudrait dire que je fais un bon travail de prévention justement, et je pense que c'est vraiment la clé de la réussite, parce que ce qu'on entendait depuis tout à l'heure finalement, c'est de dire remettre en fait l'enfant au centre du projet ou au centre de son activité, etc. Et c'est ce que j'imagine on essaye de faire, en tout cas on fait dans nos colonies de vacances. C'est pour ça que j'aime bien garder aussi des colonies de vacances à taille humaine. À taille humaine. Parce que on peut se concentrer sur l'enfant, on peut savoir ce qui se passe, ce qui revient, et on peut voir ces petits gestes, ce refus du corps, mais ça concerne évidemment tout ce qui concerne les relations entre les personnes, mais ça peut être aussi tout simplement des activités et d'autres choses. On essaye de faire attention à tout ce qui est ne pas forcer l'enfant et de transmettre aussi cette estime de soi. Cette estime de soi, oui, c'est finalement ça. Alors, Sébastien, des réponses claires, puisqu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Puis je voudrais quand même poser la question essentielle à Hélène. Est-ce que dans notre communauté, c'est des sujets dont on s'empare, quelques éléments assez pragmatiques. Le plus important, c'est qu'on s'en fiche pas. Si on sait, si on est au courant, on en parle. On reste pas seul. Si on est animateur, il y a une équipe autour. On fait remonter l'information. On reste jamais seul. Si on a peur de passer à l'acte, on demande de l'aide. Les psys sont là pour ça. Pédo.help est là pour ça. On s'en fiche pas. Et surtout, si on est un adulte responsable d'enfants, il y a le 119. Allô, enfance en danger, 119.
Hélène, question Alors, pas facile, et il ne s'agit pas de conclure hâtivement, c'est un sujet bien trop grave. J'ai quand même l'impression que notre communauté fait face à ce sujet. Nous en emparons, puisqu'il y a le 25 octobre cet atelier, contactenoé@fju.org si vous voulez y assister. Attention, nombre de places limitées, vous êtes éducateur, vous avez affaire à des structures éducatives, venez à la rencontre de Sébastien, de son association et de tout notre staff. Quel sentiment tu as, Hélène? C'est une excellente question. C'est vrai que on se demande si on s'en empare ou pas. D'abord, la première réponse, c'est qu'on est là tous les deux ensemble à travailler sur ce thème. Toi dans l'éducation informelle et moi dans l'éducation formelle. Donc ça, c'est le premier point. Et puis tout à l'heure, on se rappelait avec Sébastien que le 6, c'est ça, le 6 octobre. Le 6 octobre, on a une formation de directeur et Sébastien va intervenir auprès de nos directeurs, justement dans ce travail de prévention, d'explication et d'aide et de réponse à des questions devant nos directeurs, pour nos directeurs d'école. Merci beaucoup à vous tous. Je rappelle 2 sites dont on a parlé. Vous en avez l'auteur très investi, comme vous l'avez entendu ce soir, pedo.help et consentement.info. Merci Aurène, à très bientôt. Hélène, on se retrouve pour une prochaine émission thématique. À très vite. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Bonne année, Shana Tova, et à très vite. Et puis on termine avec cette chanson de Bruel, Qui a le droit.